et bienvenue pour un nouveau talk du Tottenham Talk Show. J'espère que vous êtes contents de nous retrouver ce soir. Nous, on est un petit peu mi-figue, mi-raisin, étant donné que il y a eu un match nul un petit peu bof hier. Donc on va en débattre ce soir. Donc pour m'accompagner, je suis avec John. Salut John. Salut. Je suis avec FX. Salut FX. Salut Julien, bonsoir à tous. Et je suis avec Zempe. Salut Zempe. Salut tout le monde. Donc ce soir, il y aura malheureusement pas notre ami belge qui a eu un empêchement et Gunther qui est sur le chat mais qui est un petit peu malade, donc du coup il va juste participer avec vous sur le chat. Donc je vais vous présenter le sommaire de ce soir, donc à savoir Montpellier OM, le débrief, un petit focus sur les joueurs, vous avez l'habitude maintenant. L'OM encore dans le bon wagon, on verra justement ce que les autres avaient fait contre Montpellier, les autres du Big Four, je parle, à savoir Monaco, Lyon et Paris. On fera une petite causerie qui sera un peu plus importante que d'habitude parce qu'il y a eu quelques événements ce week-end. Je pense que vous savez tous de quoi on veut parler. On verra ça ensemble tout à l'heure. La partie 5, donc OM Salzbourg, l'avant-match, donc c'est le match coup près pour l'Europa League. Et la partie 6, question des auditeurs. Donc on commence tout de suite avec la partie 1. À savoir Montpellier OM, le débrief. Vous connaissez la question, à savoir comment à quoi vous attendiez avant le match. Vas-y John, lance-toi. Ce que j'attendais, le point du match nul a été pas mal. Était pas mal avant de voir ce match, tout simplement. On savait que Montpellier avait une bonne défense. Donc le match nul pour moi était plus qu'un bon résultat, c'était un bon résultat de base. Donc je suis pas trop déçu du résultat final en fin de compte. Ouais, FX, toi aussi, je crois savoir que tu étais pour le match nul. Enfin, en tout cas, tu avais pronostiqué le match nul. Oui, j'avais pronostiqué le match nul parce que ce qui s'est passé hier, je pense que c'est tout ce à quoi on s'attendait. Donc voilà, moi j'attendais effectivement à ramener un bon résultat. Et ramener un bon résultat pour moi, c'était un match nul. Et j'espérais limite un pseudo-miracle avec 3 points, ce qui n'a absolument pas été possible hier soir. Ouais, et SMP, même question. Sur la petite série de matchs qu'on avait, c'était pour moi le plus difficile. On sait que Montpellier, c'est une équipe difficile à manœuvrer. Donc, j'attendais pas grand-chose. Quand j'ai vu Germain dans la compo, pour moi, c'était le plus mauvais choix possible. Donc, je m'attendais encore moins. Et malgré le peu de choses que je m'attendais, j'ai quand même été déçu parce que je m'attendais au moins un peu plus dans le jeu. Donc voilà, j'avais peur de cette équipe de Montpellier, entre guillemets, parce que je savais que ça allait fermer les jeux et nous mettre en difficulté avec leur beau sapin, comme dirait FX. Mais voilà. Ouais, je vais, étant donné qu'on est un petit peu moins nombreux, je vais vous donner mon ressenti à moi. Donc comme je l'ai dit avant le match, moi aussi j'avais pronostiqué un match nul. Pour moi, Montpellier est une équipe qui réussit contre l'OM notamment. On se souvient des résultats de l'ère Bielsa et compagnie. C'est une équipe qui n'a pas toujours fermé le jeu. Là, pas celle d'hier soir, mais en général, c'était une équipe qui était plutôt joueuse. Là, on a vu plutôt une équipe. L'entraîneur Derzakarian a trouvé plutôt un jeu très 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 défensif pour après mieux repartir et marquer en contre sur la rapidité de leur attaquant. Donc je m'attendais à rien d'autre qu'un match nul, qui pour moi est un bon résultat puisque on le verra dans la partie 3, et Montpellier réussit plutôt contre les grosses équipes. Voilà, tout simplement. Donc maintenant on va passer dans les faits. Zempe, je vais te poser la question. En voyant cette composition, tu l'as dit en préambule, mais est-ce que tu avais quelque chose à changer? Est-ce que tu étais satisfait de cette composition? Qu'est-ce que tu aurais fait? Étant donné qu'il y a 5 défenseurs en face et que ça fonctionne très bien aussi, parce que ça suffit pas, on a pu le voir par le passé, de mettre 5 défenseurs. Il faut que le système marche bien. On sait que Montpellier ils sont rodés. Franchement, c'est étonnant, même en Ligue 1, de voir une forteresse comme ça, avec pas une énorme qualité, on va dire, sans leur manquer de respect, aussi bien fonctionner. Je voulais un attaquant qui use un peu plus les défenses, qui déstabilise un peu plus, qui pèse un peu plus. Donc, moi, je pensais que NG était sûrement le choix, pas numéro un, parce que bon, tu sais que je porte pas une grande admiration à NG, mais voilà, par sa vitesse, pouvait peut-être user les défenseurs d'en face, ou Mitroglou, qui dans le jeu, pour moi, apporte plus de danger quand même, force les défenseurs
à à ne pas faire d'erreur de concentration, à rester sur lui, à aller au duel. Donc voilà, je pensais que ça aurait pu changer quelque chose. Germain, bon, il participe beaucoup au jeu, mais tu sais que les défenseurs sont plutôt tranquilles. Vu comme ça bétonnait en face, pour moi, c'était le pire choix possible. Après, dans l'animation, bon, 510, vous savez ce que j'en pense. Payet à gauche, bon, c'était à tenter, on peut pas savoir à l'avance, mais voilà, donc j'aurais pas changé énormément de choses, mais c'est vraiment Germain en pointe qui m'a posé problème, moi. Ouais, FX, je vais te poser la même question, mais avant aussi, je vais rajouter, étant donné que tu as 5 défenseurs en face, est-ce que c'était pas le match réellement où tu peux lancer un 4-4-2 avec Germain accompagné d'un autre attaquant, peu importe lequel? Ouais, là, ouais, pour le coup, ça aurait mérité réflexion. Après, je suis pas d'accord avec Zempe sur la présence éventuelle de NJ ou même la tienne, parce qu'on savait qu'ils allaient jouer à fond derrière avec un minibus Montpellier, donc NJ a besoin de vitesse de s'élancer. Donc, je pense qu'il se serait noyé dans l'entonnoir qu'avait préparé Montpellier. Donc, c'était pas, je pense pas qu'NJ aurait été la bonne solution. Moi, j'aurais insisté sur Mitroglou parce qu'on aurait peut-être eu besoin de son jeu de tête, besoin qu'il pèse, et ça aurait peut-être libéré ceux qui avaient autour, sans son Thauvin Payet. Donc, ouais, le système 4-4-2, ouais, si tu voulais absolument mettre Germain, pourquoi pas, mais oui, dans ce cas-là, il aurait fallu aussi Mitroglou, et pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'ils mettent un peu le sbeul dans la défense, qu'ils prennent de l'attention, et ça aurait permis aux autres peut-être de se libérer sur un peu plus d'espace. C'est dommage. Ouais, John, est-ce que tu fais le même? T'es plutôt quel côté? ZMP, FX, ou est-ce que tu as ton propre avis? Bah en fait, je vous écoutais pas trop en fait. Je suis désolé, j'étais sur le chat et en même temps je relevais les questions. Oh bah Mais vas-y, dis ton avis. alors j'étais plus pour voir NJ. Moi, je pense, bon, je pense que c'est ZMP qui en parlait tout à l'heure. Bah pour utiliser sa vitesse et derrière les défenseurs tout simplement. Quand on voit Hilton dans l'axe, tu peux te dire qu'il y a que sa vitesse Ça se qui aurait voit pu que tu être m'as pas utile. écouté, toi. Ah ouais, non mais j'étais complètement dans le chat. Je suis vraiment désolé là. Non, c'est Vas-y. normal, c'est normal. Donc non, NJ, moi j'aurais peut-être tenté quand même deux attaquants, comme on en a déjà parlé de Germain en faux neuf et peut-être NJ à côté. Ça aurait été quelque chose que j'aurais plus tenté, ou Mitroglou NJ, l'un ou l'autre. Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec ce que tu viens de dire à l'instant, c'est-à-dire que je crois que c'est avec toi, ZMP, on en avait parlé en off, de se dire que c'était le match, peut-être pas en 4-4-2, mais lancer légèrement en faux 9, enfin en 9,5 plutôt, euh, derrière un attaquant comme NJ, donc vous savez très bien ce que je pense des qualités d'NJ, à savoir, bah, tu défends pas sur NJ comme tu défends sur un Mitroglou ou un Germain, tu vas tout de suite avoir une ligne encore plus basse, de peur de te faire prendre dans le dos, et c'est le genre d'attaquant, si tu balances de longs ballons devant, même si c'est mal dosé, enfin tout ce que tu veux, il est capable d'aller les récupérer, mettre 3, 4, 5 mètres à Hilton, et sur un coup de cul marqué, parce qu'il marque vraiment pas toujours des beaux buts, mais voilà, Bah, c'était l'idée. je veux bien qu'ils mettent 3, 4, 5 mètres à Hilton, mais ça veut dire que dans ce cas-là, t'es derrière le but, parce que Hilton, il joue dans les 6 mètres, et puis après, ses deux compères, voilà, ils jouent 1 mètre devant. Ils étaient dans la surface, Montpellier, donc honnêtement, je vois. C'est sûr, mais peut-être tu aurais pu modifier ta physionomie de jeu, essayer de construire un peu plus bas pour essayer de les faire sortir, et jouer sur les qualités d'Engie. Après, ça se prépare. Là, évidemment, que tu joues avec Germain, tu sais qu'il va pas prendre de vitesse personne ou très peu, se noyer, donc tu essayes d'en faire un attaquant de surface. Après, quitte à jouer dans la surface adverse, bah, tu mets Mitroglou. Je suis d'accord avec toi pour le coup FX. Voilà, autant jouer Bah, sur les avec ce qualités. qu'on a vu hier, en fait, c'était la logique parce que NG, moi, je l'aime beaucoup, mais hier, c'était beaucoup trop bas pour que NG puisse prendre quoi que ce soit de vitesse parce que ils ont laissé Ben, aucun espace. C'est écœurant d'ailleurs ce que propose Montpellier. on est quand même d'accord que Germain n'était pas le bon choix pour le coup. Non, c'était pas le bon choix pour moi. Alors Ou alors pas c'est tout facile seul. de le dire après le match, tu vois. Pas tout Mais seul c'est en vrai 9,5. que je sais pas à quoi il s'attendait en fait Garcia en mettant Germain dans ce match-là. Peut-être qu'il a voulu le faire rejouer aussi parce que Mitroglou avait enchaîné les autres matchs. Mais c'est vrai que enfin, on l'a vu, il a reçu beaucoup de longs ballons. Germain, il a essayé de prendre des trucs de la tête, il a On pas réussi. Il a rentrera en laissé une détail. arcade. Enfin voilà, ouais. On rentrera en détail, mais juste sur le plan de jeu, est-ce que c'était pas l'occasion de tenter des choses, de faire reculer ce Germain, de faire entrer un Roca dans ce genre de match où tu sais que ben, clairement, si tu vas avoir le ballon quasiment tout le temps, ils vont attendre juste le contre et
et pour le coup, c'est pas une situation très dangereuse pour un jeune qui a en plus la Bah rapidité. quand même, hein, parce que ils nous ont Moi, fait mal je hein, trouve sur pas. certaines actions. Oui, je sais, Sur mais certaines après, phases de jeu. Tiens, Enfin, honnêtement, je ne saurais pas dire qui a été le plus dangereux dans le match, si c'est eux ou si c'est nous. tu le verras d'un point de vue statistique. on regarde les frappes cadrées. Mais là, par contre, ce que tu dis, Julien, si NJ était joueur de Montpellier, ça aurait été un match parfait pour lui. Ah bah là, il se serait régalé, hein, ça c'est évident. Mais de se dire que est-ce qu'à un moment donné, on a trop reproché à Garcia parfois de tenter certaines choses qui restent tellement sur du basique et du classique qu'il arrive même, il n'est pas arrivé à faire sauter le verrou montpellierin au final. C'est là est la vraie question. Ouais, mais Ouais. après là c'est compliqué. Si tu veux, toutes les équipes qui sont parties là-bas, ils sont cassés sur le verrou montpellierien aussi. Hein. Lyon, Monaco, Paris, tous. Donc à mon avis, il faut. Voilà, quand une équipe elle refuse autant le jeu que ça, c'est vraiment de la contre-attaque, les coups de pied arrêtés. C'est quand même vraiment compliqué. Je sais pas si on avait vraiment les armes. Après, je vais pas te dire que Montpellier c'était un ogre et qu'on pouvait pas gagner ce match parce que on a quand même eu des occasions de ça. Mais avec des attaquants en méforme comme ça, je sais pas si on avait vraiment la possibilité de faire beaucoup plus en tout cas. Donc moi je trouve ça plutôt au final tous les joueurs qui sont sortis en 10, ça reste un résultat logique. On s'attendait pas à grand chose de plus. Mais voilà, je sais pas si vraiment Garcia aurait pu tenter un grand coup, le 4-4-2, miracle, autant tu perds le match finalement, ou je sais pas. Il faut dire qu'on a ramené finalement un super bon point parce que être mené par Montpellier, ça fait un petit peu grincer des dents parce qu'on sait que c'est compliqué. Ça me rappelle un peu l'Italie dans les années 90. Si t'étais mené 1-0 contre l'Italie, c'était pas une bonne affaire d'embarquer, quoi. Donc voilà, on revient avec des circonstances. Ok, on reviendra dessus, je pense. Mais c'est un bon résultat, faut le prendre, hein, faut le savourer ce match nul, surtout avec notre piètre prestation. C'est un très bon point. Hein. John, est-ce que tu es avec moi là? Je vais te poser la question. Je suis là. Ok, donc pour le coup, une équipe, alors je vais pas dire que c'est similaire à Nantes, mais sur des équipes qui défendent beaucoup et qui sont au final pas très efficaces offensivement, c'est un petit peu, on va dire, ce que fait du Nantes. Donc Montpellier, on peut s'attendre à les voir dans le haut de classement, enfin dans les 10 premiers en tout cas à la fin d'année. Pour le coup, euh, est-ce que c'est pas, comme disaient les autres, plutôt un bon résultat? Ça c'est ma première question. Et deuxièmement, est-ce que les joueurs d'une manière générale, n'accuse pas un petit peu le coup au niveau de la fatigue, ou si on peut se le dire, deux déplacements d'affilée? Le bon résultat, le point du nul, ouais. Je pense que c'en est un. Je te dis, je le pense fortement. Et accuser le coup, je sais pas, parce que l'équipe tourne, ça tourne assez régulièrement, etc. Le seul qu'on a vraiment vu en fatigue, bah, c'est Ocampos, parce qu'il court tout le temps, etc. Après, les autres, non, peut-être à ma vie, peut-être, vu qu'il court pas mal dans le match. Après, le reste, non, je vois peut-être Thauvin aussi, mais après, accuser le coup à cause de la fatigue, non, je pense pas. Si, un petit Ce peu, que, je pense. Collectivement, collectivement, si, parce que contre Metz, on avait quand même mis un petit rythme. Hier, c'était aussi un petit rythme. Mais on a fait énormément de déplacements, énormément de matchs à l'extérieur. D'ailleurs, ça va être super intéressant pour la seconde partie de saison, parce qu'on va recevoir davantage, parce on a déjà plus 4 matchs à l'extérieur, enfin 2 de plus, puisqu'on a fait 2 fois dans cette première partie de saison, 2 matchs de suite à l'extérieur. Donc, ça pèse quand même, je pense, au bout d'un moment, avec l'Europa League en plus. Donc collectivement aussi, pour moi, il y a une fatigue. Juste, j'en profite, sur le slide que j'ai mis, il y a des erreurs, j'ai oublié de modifier certaines valeurs. Donc bien évidemment que Montpellier a eu 31% de possession et donc nous 69 et pas 35, qui a eu un but et qui a eu seulement par contre 2 tirs cadrés. Donc j'ai pas les stats des buts par contre. Pour 6 tirs. Donc Zempe, toi qui posais la question, d'un point de vue statistique, moi je les trouve assez ambigus. Parce que dans la possession, quand même 69% de possession, et pourtant tu te vois que c'est Montpellier qui a eu 13 tirs, donc 4 cadrés. Nous on en a 6 pour 2. 89% de réussite, 9% de réussite pardon, dans nos passes, alors qu'eux on n'en a eu que 71. On a fait 23 fautes, et par contre dans les duels ils sont très 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 supérieurs. Donc est-ce que ça ouais, reflète un ben, petit peu ça reflète un peu, enfin, clairement le match qu'on a vu. Au final, tu te rends compte que tu as eu la possession, que tu as eu le ballon, que tu n'as pas réussi à l'utiliser. Je vais pas dire que tu n'as pas su quoi en faire, mais en tout cas, tout ce que tu as tenté, ça n'a pas marché. Tu as quand même un tir cadré dans le match. C'est, de voilà, deux tirs? ouais, sans compter le penalty, quoi, au final.
Ouais. Donc, voilà, c'est la frappe de Germain, le seul tir cadré, quoi, en fait. Bon, tu te rends compte que tu as vraiment eu du mal, que ce soit à trouver tes attaquants ou à déjouer Montpellier, et que à chaque fois qu'ils ont eu un contre, ça a donné une occasion, qu'ils ont gagné les duels. Voilà, bah, c'est le match qu'on a vu au final. Donc, c'est pour ça que je te dis que, bon, tu peux pas attendre grand-chose de plus. Mais je vois pas de solution. Franchement, c'est voilà, on part avec un point, il faut s'estimer heureux parce qu'on ne pouvait pas faire beaucoup plus. Après, pour juste dire un mot sur la fatigue qui s'accumule, Oui. etc. Payet, je l'ai quand même senti fatigué, donc je sais pas si c'est par rapport à sa blessure ou quoi que ce soit, ou bon, son état de forme général, mais peut-être pas bien. Et à ma vie, pareil. Mais ça peut aussi compter dans le fait que Garcia avait peut-être les intentions de se dire, bon, ce match-là, ça va être un match nul. Il sort Thauvin très tôt. Il pense aussi à Salzbourg. Peut-être aussi pour ça qu'il On le met verra Germain, plus je tard. sais pas. Donc je pense qu'il y a tout ça aussi qui rentre en compte quand tu mets les déplacements, la fatigue accumulée, les joueurs qui sont pas trop en forme, etc. Plus le fait que tu as un match important à jouer bientôt. Peut-être que voilà, il n'avait pas forcément envie de pousser pour tout tenter pour la victoire et que ça s'est ressenti sur le jeu, quoi. Vas-y, FX. Bah, par rapport aux statistiques, déjà, en fait, il faut parler de Montpellier parce que bon, même si ce qu'ils proposent c'est moche, ils ont que ça comme argument et ils arrivent à le faire valoir. Après, on a vu Caen et on a vu Guingamp venir au Vélodrome avec 5 défenseurs et les mecs ils savaient pas pourquoi ils jouaient à 5 défenseurs. Montpellier le comprend très bien, c'est exactement et les déplacements défensifs, franchement, ils sont quand même assez remarquables parce que c'est clair qu'ils C'est un ils ont modèle fait. hein, de défense à 5. Ouais, tout à fait. Ouais, franchement, si tu veux aller gagner une Coupe d'Europe en n'étant pas favori dans les derniers carrés ou à partir des quarts, c'est ça que tu dois faire. Et Montpellier le fait remarquablement bien. Et encore une fois, à Marseille qui a des problèmes offensifs, les stats en attestent. Eh ben, ils ont encore trouvé le moyen de marquer un but puisqu'on est toujours la seule équipe à avoir marqué à tous les matchs et avec des problèmes récurrents d'attaque et d'animation offensive. C'est une saison tellement paradoxale. Donc, encore une fois, on peut peut-être s'en féliciter. Oui, bah, je suis assez d'accord avec toi, FX sur ça. Je vais poser juste une dernière question à John pour cette partie-là avant de passer. Mais d'une manière générale, John, est-ce que tu trouves pas de toute façon, à chaque fois on me dit l'adversaire de l'OM, quand l'OM gagne, les autres ont mal joué. Mais là c'est un petit peu pareil. Si aujourd'hui Payet a mal marqué, si aujourd'hui les autres n'ont pas bien joué, euh, c'est peut-être parce que Montpellier nous a fait déjouer tout simplement. Donc est-ce qu'on peut leur dire bravo quand même si c'était Bah, pas très beau à voir? en fait, ils jouent leur jeu depuis le début de saison de ce style-là. Quand nous, on n'arrive pas, on a pratiquement pas d'animation offensive. Faut se le dire, on n'a pas une animation offensive qui est digne, du trio qui est devant nous, quoi, tout simplement. Donc, comment pouvoir espérer faire mieux qu'un match nul? Donc, eux, ils ont joué avec leurs cartes, ils ont réussi à faire, ils ont eu le point du nul, on l'a eu aussi. Mais on aurait pu, c'est sûr qu'on aurait pu finir avec une défaite, quoi. Exactement. Bah, avant de passer à la prochaine partie, je vous montre juste un petit point classement. Voilà, donc le petit point classement, à savoir que l'OM se retrouve donc quatrième ex aequo avec Lyon et Monaco seulement distancé par la différence de but. Donc au final, on peut se dire qu'on est encore dans le quatuor de tête et que c'est pas une mauvaise chose, qu'on joue toujours de la deuxième à la quatrième place. Je vois pas les Cette autres. année, Oui, vas-y, en dis-moi. Ligue 1, on voit quand même, juste, bon, on parle du classement, donc je parle un peu de la Ligue 1 en général, on voit un peu le retour des bétonneurs qui jouent la première partie de tableau, je pense à Nantes et Montpellier, et on voit disparaître Bordeaux et Saint-Etienne, quoi, parce que là, Saint-Etienne, ça joue carrément le Et maintien, Nice. ils en sont pas loin, à mon avis, Nice aussi, ouais, mais voilà, les bétonneurs à l'honneur, entre guillemets, mais c'est surprenant parce que on a ces quatre équipes devant qui, bon, sont bien parties pour se chamailler toute la saison. Bon, on exclut le PSG tout en haut, mais derrière ça, ben voilà, tu as les équipes comme Rennes, Caen qui sont un peu là, et tu as les bétonneurs qui s'incrustent. Et Montpellier, on peut le voir, l'année dernière, il me semble, si je dis pas de conneries, c'était une des équipes en Ligue 1 qui a encaissé le plus de buts. Zakaria, il est arrivé, il a tout bétonné, voilà où ils sont huitièmes maintenant. Cette année, c'est ça. Alors, on avait quand même une Ligue 1 très joueuse l'année dernière, on s'en félicitait. Ben, cette année, c'est le retour de notre bonne Ligue 1, quoi. Pas forcément pour tous, on peut voir Amiens, on peut voir quelques équipes comme ça qui sortent leur épingle du Et, jeu. et la moyenne de but qui est toujours intéressante parce qu'on peut voir des 3-0 hors Cador, hors Big Four. Donc, ouais, non, mais Zempe, il a raison. Dans le style, on retrouve notre Ligue 1, mais dans les statistiques, on reste dans une Ligue 1 améliorée. C'est encore une fois un paradoxe. Ça illustre bien Marseille, tiens, d'ailleurs. Oui,
On va passer à la partie 2. Hop, donc du coup, on va faire notre petit focus sur les joueurs. Vous avez l'habitude maintenant, donc on va regarder les hitcam. Les hitcam, c'est entre guillemets l'endroit où le joueur a le plus touché de ballons, et aussi ses statistiques individuelles. Donc on a un petit peu déjà parlé sur Germain, donc plutôt que de reparler de lui, je vais vous poser d'autres questions. J'ai vu passer une question dans le chat de Audley, on va y venir dessus. Est-ce que vous pensez tout simplement que la gestion de Garcia sur ses numéros 9 entre guillemets, moi je l'ai vu en conférence de presse, il parle beaucoup de Germain Mitroglou mais très peu de NJ. Est-ce que vous pensez pas que ça nous fait quand même perdre des points de mettre comme ça de côté NJ? Alors quand je disais des problèmes extrasportifs, je pense que et FX, c'est toi qui répondra en premier, mais Garcia a vraiment un truc, c'est-à-dire que quand il a quelqu'un à dos parce qu'il s'est manqué, donc c'était le cas de NJ sur le retour un peu tardif comment dire, de sélection, et ensuite le fait qu'il soit un petit peu désinvolte sur le terrain, ben depuis j'ai l'impression qu'il le met complètement aux oubliettes et que ça nous dessert parce qu'au final il insiste sur des joueurs qui sont pas du tout en confiance, et il essaie de les faire jouer pour leur redonner de la confiance, mais visiblement ça provoque l'effet inverse. Qu'est-ce que t'en penses, FX? J'en pense que quand tu es un joueur fort et que tu as du caractère, tu essaies de prouver à ton entraîneur que c'est qu'un con. Le seul problème, c'est que NG est rentré contre Metz et il a eu, je sais pas si c'est un snobisme ou un manque de professionnalisme, mais entre sa tentative d'extérieur du pied ou sa tête, enfin, le mec, il a deux occasions, tu sais, de montrer que c'est toi qui as raison, c'est-à-dire que c'est un mec sur qui tu dois compter. À Metz, il te l'a pas montré ça. Et à mon avis, il arrange pas son cas en montrant également une désinvolture pareille. Donc, Garcia est peut-être responsable, mais si NG ne fait pas ce qu'il faut pour le contredire, on a deux têtes de con au final. Et donc, on a un double problème. Donc, NG, moi j'aime beaucoup et je voudrais le voir plus, je suis bien d'accord. Mais je l'ai vu mercredi aller à l'œuvre. Il m'a agacé, il m'a gonflé quand même. C'est un manque de respect. Ouais, mais juste pour répondre, je vais pas prendre sa défense parce que je suis plutôt d'accord sur ce point-là. Mais quand tu le fais rentrer sur des bouts de match, où même ton équipe ne joue même plus l'attaque mais la gestion, je peux comprendre que parfois, on a vu aussi, les gens disaient oui, mais il sourit quand il ouvre des actions, mais Thauvin aussi le fait et ça pose pas de problème parce que Thauvin est décisif et que Non, le Thauvin c'est problème il est une autre. mentalité, et le problème il est autre. Après, sa Oui. nonchalance, c'est peut-être aussi le résultat de la gestion Garcia, et c'est ce qui m'inquiète parce que NJ en termes de temps de jeu, ça commence à faire égal à Mitroglou, alors que Mitroglou il a depuis beaucoup moins de temps. Donc Après, si je peux voilà. parler de ça un petit Vas-y peu, ZP. euh, bon, moi, voilà, tu sais ce que je pense NG, mais ce que je veux dire, c'est que tu es exclu un peu de l'équipe, alors que tu le mérites ou que tu le mérites pas, tu te bats, même si tu as des minutes de fin de match, que tu es en gestion, quoi que ce soit, bats-toi pour montrer que tu as envie d'être sur le terrain et que tu le mérites. Zambo l'a fait, NG, j'ai pas l'impression qu'il le fait. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, pour parler plus sur les points perdus, comme tu disais, je pense qu'au final, si tu insistes sur Mitroglou, par exemple, et qu'il finit par s'imposer, à la fin de la saison, tu gagneras plus de points que en jouant sur la force NG qui peut te rapporter des points tout de suite, mais peut-être un peu moins sur le long terme parce qu'il s'imposera pas vraiment dans l'équipe, parce qu'il a peut-être pas les qualités pour sur le long terme que Mitroglou pourra mettre au service de l'équipe. Moi, je pense que Mitroglou peut réussir dans cette équipe-là. Bon, Germain. Dans ce schéma-là, je commence un peu à perdre espoir. Mais je pense que voilà, si tu arrives vraiment à imposer Mitroglou qui s'adapte au style de jeu, c'est ce que voulait Garcia, un style pivot, un joueur bon de la tête, etc. Donc je pense que c'est ce qu'il veut faire dans son idée et je pense que ça peut être la bonne solution aussi, mais il faut que ça prenne. Alors en attendant, c'est vrai qu'il aurait pu peut-être un peu plus utiliser NG, mais si en plus de ça, tu as des problèmes d'attitude et tout, c'est un peu compliqué quoi. Ok, on va passer au prochain joueur parce qu'au final, je pense qu'on a assez répondu là-dessus. Donc on va passer à Dimitri Payet. Je te poserai à toi en premier la question. John, qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation hier soir? On le voit que c'est encore très léger, très loin de ce qu'on veut. Euh, comment tu peux, comment tu peux expliquer qu'il n'arrive pas à retrouver son niveau? Parce qu'au final, j'entends beaucoup dire quand il sera à son niveau, ça sera une tuerie, etc., etc. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que son niveau, je pense pas qu'il le retrouvera en fait. Mon avis, c'est que je pense qu'on n'arrive pas à trouver une osmose dans l'animation offensive en général. Je pense beaucoup vont dire ouais mais c'est à lui de le faire, etc. Mais il n'y a pas que ça.
Pour moi, oui, certes, il est un peu fatigué, oui, il est un peu sur le déclin, mais il a encore des fois cet éclat de génie de faire la passe, peut-être pas au bon moment, mais de vouloir tenter des choses, etc. Mais pour moi, c'est toute l'animation offensive qui fait que bah on en attend trop de. Moi, je pense qu'on en attend, on en peut-être pas on lui demande trop, mais on est trop à l'épied du moindre fait geste qu'il fait, quoi, tout simplement, quoi. Mais voilà, personnellement. Après, c'est sûr que oui, on attendrait tous le Payet il y a 2 ans, mais bon, c'était il y a 2 ans, quoi, tout simplement. Ouais. Je vais reprendre ce que disait Audely dans le chat avant de passer la parole à un autre. Oui, c'est toujours la même chose depuis 2 mois, parce que depuis 2 mois, on espère, on attend le retour, et le problème c'est que ça n'arrive pas. Peut-être qu'on a vu des pistes. Est-ce que, tout simplement aussi, Zempe, est-ce qu'il faut pas le sortir de cette équipe à un moment donné? Payet, il n'arrive pas. On l'attendait aussi. Alors parlons d'un souci qui est encore plus grave. On le prend aussi pour ses coups de pied arrêtés offensifs. Enfin, je parle pour cette saison-là en tout cas, c'est catastrophique. On n'arrive pas à marquer sur un coup de pied comment dire, sur un coup franc, sur un corner. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah alors déjà, pour répondre par rapport à ce qu'a dit Audely, c'est toujours les mêmes choses sur Payet depuis 2 mois. C'est un peu la réponse que j'ai envie de donner à John. Je peux comprendre ce qu'il dit, sauf que là, ça commence à faire un moment qu'on attend, qu'on lui laisse du temps. Alors, je dis pas que tout doit passer par lui, mais bon, lui, le joueur en lui-même est en deçà de ce qu'on peut attendre de lui. Le sortir de l'équipe, c'est un peu compliqué parce que quand on l'a vu plusieurs fois, l'équipe sans lui, c'est quand même pas la même chose parce que même en dessous de son niveau, il apporte quand même quelque chose. Et pour ce qui est des coups de pied arrêtés, on m'a donné une réponse aujourd'hui. On a parlé de Payet sur Twitter et Yanis m'a dit les coups de pied arrêtés, c'est aussi une question de confiance. Et c'est vrai que ça, je le rejoins un peu là-dessus. Je pense que Payet, il doit commencer quand même un peu à cogiter, à se rendre compte lui-même qu'il n'est pas au niveau. Et ouais, ça doit jouer sur sa confiance. Le temps tourne, il a de moins en moins sa place en équipe de France. À l'OM, il commence un petit peu à être critiqué, même si tu as l'impression que aux yeux de Garcia, il a l'immunité. Donc, je sais pas ce qu'il faudrait faire. Peut-être le piquer parce que tu as vraiment l'impression qu'il est dans une zone de confort. Et là, c'est vrai que ça commence à être long. On commence un peu à se dire qu'on ne retrouvera pas le Payet qu'on aimerait voir. Après toute sa carrière, Payet, il a été régulier. Il a toujours, pendant 2 mois, le feu sacré où il te rapporte des points. Donc, est-ce que ça va venir? Est-ce que quand ça va venir, ça va durer longtemps? Ou est-ce que quand ça va venir, il va se blesser et c'est reparti? Je sais pas, mais les 30 millions commencent à peser, quoi. Ouais, j'avais vu FX sur une radio concurrente certains parlaient que Payet à 30 millions, c'est un problème et ça serait un problème pour l'avenir. Est-ce que tu fais le même constat ou tu vois les choses un peu différemment? Ouah, c'est une question super compliquée. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand il est revenu, Payet, on avait vraiment dans l'esprit, oui, top 15 du Ballon d'Or, grand joueur. Un grand joueur, vous allez tous être d'accord avec moi que ça n'a pas autant de baisse de régime. Donc, je pense que déjà, tu peux le déclasser du statut de grand joueur. Après, 26 millions, l'achat, c'est pas non plus une somme que tu mets sur un grand joueur. Donc, finalement, peut-être que la vérité, enfin, une certaine évidence s'installe. C'est un bon joueur, parfois un très bon joueur. Et voilà. Après, sur les coups de pied arrêtés, il dépose un caviar sur la tête de Thauvin qui termine sur la barre à Metz. Après, si cette tête à rente, peut-être que lui, ça y est, il reprend cette fameuse confiance. Donc, on attend un déclic pour faire une bonne saison, une bonne deuxième partie de saison. Après, 26 millions pour le bon joueur qu'on connaît, finalement, non, il y a une certaine logique. Il y a une certaine logique. Je suis pas sûr qu'il y ait une grosse pression. Par contre, la pression, c'est plutôt qu'il soit capitaine et tête de proue du projet. L'erreur est peut-être là, mais elle n'est pas dans les sommes. Ouais, vas-y John. Ouais, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire FX, sur le fait que bah, quand il met je sais plus si c'est un corner ou un centre, sur la tête de Thauvin, Coup franc. bah voilà, c'était un coup franc, il la met sur la barre. Mais combien de passes qu'il a pu faire, etc., ont fini, par exemple, sur Mitroglou qui frappe à côté, ou ces passes, pour moi, qui sont peut-être anecdotiques, on s'en rend peut-être pas compte, mais qui pourraient lui donner des meilleures stats et lui redonner confiance. Pour moi, c'est pas, alors, c'est peut-être aussi, il a pas il est pas à son top niveau, mais pour moi, c'est toujours ce problème d'animation devant.
les joueurs, il y a pas, je vais pas dire aucune cohérence, pratiquement, on n'a pas de fond de jeu, quoi. Forcément, donc, je sais pas, il n'y a pas de lien entre les 4 joueurs de l'attaque. Donc forcément, on tape sur le premier qui est au milieu, etc. Pour moi, c'est plutôt un problème collectif qu'un problème individuel. Ça, je suis d'accord. Il commence à avoir un petit peu l'image du collectif, c'est-à-dire de la besogne. Et ce que tu viens de dire sur lui, c'est vrai pour trop peu de matchs. Ça a été vrai à Metz où il a vraiment éclairé le jeu. Ça a été vrai contre Toulouse, qui reste toujours mon match de référence perso cette saison. Et il y a eu peut-être un autre match aussi où il a été bon, mais c'est trop peu. On parle de Dimitri Payet quand même. Bon, on va avancer. On passe donc au prochain joueur, Florian Thauvin. Donc qui a joué que 61 minutes, on y reviendra après, je pense aussi comme Zempe que c'était pour l'économiser pour le match en Europa League, parce qu'étant donné qu'il n'y a vraiment personne pour le remplacer, même Bounassar pour moi, c'est un peu trop léger, étant donné que Thauvin tire vraiment l'équipe vers le haut, même quand on le voit un peu moins comme ça a été le cas hier soir, tu le vois que c'est le joueur le plus remuant sur le terrain, qui propose le plus de choses, et surtout quel sang-froid sur ce penalty, parce que mine de rien il fallait le tirer correctement parce que le goal est plongé du bon côté. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses de ce Thauvin là? Est-ce qu'il est dans l'année de sa confirmation? Est-ce qu'on peut lui dire merci pour le moment? FX. Il va falloir que je soulève un point sensible parce que tous les Marseillais rêvent de Malcolm. Il y a un lobbying Malcolm. Je suis d'accord, c'est un joueur exceptionnel. Mais alors Malcolm, ça veut dire à la place de Thauvin. Thauvin, en 2017, sur l'année civile, c'est le meilleur attaquant français. Point barre. Il y a même des gars à 180 millions qui peuvent pas faire. Ouais, oui, une doublure, Malcolm, tu le prends pas comme doublure, il est trop fort pour être doublure. Ou alors là, tu t'es devenu un club super bourgeois, mais c'est pas notre cas. Mais donc, non, Thauvin, là, actuellement, il a l'immunité pour moi. Il a une immunité, il pourra louper 3 matchs d'affilée, il n'y a pas de problème. Mais il est toujours présent au rendez-vous, il peut te sortir des bons ou des mauvais matchs, quoi qu'il arrive, il est important. D'ailleurs, c'est parce qu'on a Thauvin qu'on marque peut-être finalement à chaque match, et c'est parce qu'on a Thauvin qu'on est peut-être aussi à cette place au classement. Et à Metz, c'est lui qui fait le show, totalement. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé du match de Metz, mais bon, c'est dans la continuité. Voilà, hier, il faut être décisif. Il prend la responsabilité d'un penalty qu'on n'a pas obtenu depuis maintenant 1 an, pratiquement. Il le transforme remarquablement. Voilà, c'est le top joueur de Marseille actuellement. Et c'est le meilleur attaquant français du championnat de France sur l'année civile 2017. Ouais, Zempe, est-ce que tu as le même constat ou est-ce que tu veux mettre un peu d'eau dans ton vin? Non, Fix a déjà à peu près pareil. La seule chose que je pourrais dire, c'est que si on cherche si on cherche une doublure à Thauvin, c'est Kwon Chang-un de Dijon pour moi. Mais sinon, ouais, il est indispensable parce que il apporte tellement à cette attaque, justement. John en a parlé tout à l'heure. Un petit problème dans l'organisation de l'attaque de l'OM, et lui, c'est vraiment le plus. Il tente beaucoup, il apporte beaucoup, il passe, il marque. Donc, ouais, il est vraiment indispensable en ce moment et on espère que ça va durer. Bon, sur ce match-là, pas grand-chose à dire, mais FX a très bien résumé. Et il nous marque le penalty, il fait ce qu'il faut. Espérons que ça dure. Je vais poser une question un petit peu vicieuse parce que j'ai vu passer ça sur Twitter. Est-ce que vous seriez prêt, maintenant que Thauvin a confirmé, à le vendre si on vient y proposer un très bon prix en fin de saison, John? Ou est-ce que tu penses vraiment que le projet doit reposer sur lui? Après, ça dépend combien on te propose. C'est là la délicate décision à prendre, quoi. Tout dépend combien on va te proposer, mais après, le souci, c'est plus on va t'en donner et plus tu devras mettre sur le remplaçant parce que tout le monde saura que tu as vendu tel joueur. Après, je sais pas. Moi, personnellement, non, ça dépend si on achète ou pas cet hiver. Je pense qu'on n'achètera pas. Mais ça dépend de la somme, tout simplement. Moi, voilà. Ça dépend aussi de son point de vue à lui. Est-ce qu'il aurait envie de partir? Parce qu'il Voilà. il a déjà peut-être le traumatisme de l'échec de Newcastle, mais c'est surtout qu'il faut se dire un truc. Ce mec-là, il est comme nous, hein. On fait le tweet OM, il y a ceux qui écoutent le tweet OM, il y a toute la team OM sur Twitter. Ce mec-là, c'est nous, mais qui réalise le fantasme de réussir à Marseille. Tant qu'il aura ça dans le sang, je sais pas s'il aura envie de partir. Et s'il arrive toujours à enchaîner des trucs, des performances de ce niveau-là,
Moi, je lui souhaite longue carrière à Marseille. Et s'il venait à partir pour une bonne somme, j'aurais pas de regret parce que le mec, il aura tout prouvé chez nous. Et je lui souhaiterais surtout coûte que coûte de réussir et de pas refaire le même échec que Newcastle. Donc, dans tous les cas, qu'il part ou il reste, moi, c'est bon. Il a gagné quand même mon respect à la force des choses, quoi. C'est un supporter olympien, ce mec-là, et un joueur olympien. Donc, c'est magnifique ce qu'il vit. Donc, tant mieux pour lui. Et voilà, qu'il parte, qu'il reste, c'est que du bonheur. Euh, je, je comptais faire aussi Gustavo après, mais bon, je pense qu'on va se répéter suffisamment. On va juste faire le dernier joueur, et c'est toi, Zempe, qui le prendra en premier. Donc c'est Morgan Sanson. Je sais que tu as beaucoup de griefs contre lui, notamment sur son poste de numéro 10. Mais est-ce que ça n'a pas manqué hier, justement, ce contrôle qui arrive à casser une ligne? Je le vois faire ça sur plusieurs matchs, c'est fantastique ce genre de contrôle. Et est-ce que ça n'a pas manqué de ça hier? Est-ce que tu as trouvé bonne sa prestation? Déjà, on peut le remercier parce que c'est lui qui provoque le penalty. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de Sanson hier? Bah, honnêtement, moi, Sanson, c'est un joueur que j'adore, hein, mais depuis qu'il joue 10, je j'ai pas souvenir de m'être extasié sur un match de lui comme j'ai pu m'extasier quand il jouait 8, en fait, tout simplement. Je trouve toujours la même chose. Il n'est pas positionné en 10, il a beaucoup trop d'activité. Et peut-être qu'il a les qualités au final pour jouer 10, comme tu dis, le petit contrôle, la petite passe dans l'intervalle, tout ce qu'il faut. Peut-être qu'il est capable de le faire, mais il le fait pas quand il joue 10. Et moi, ça me pose vraiment problème parce que ça manque à l'équipe, tout simplement. Là, Payet était à gauche, donc on a pu voir, bon, Payet, qu'il soit en gauche ou à 10, il essaye d'organiser le jeu, tout ça. Là, tu le vois, Sanson sur la map. Beaucoup à droite, il est quand même pas mal redescendu. Il fait 13 duels quand même. Bon, c'est beaucoup pour un milieu offensif. Moi, j'ai un peu brouillon dans la transmission. Je trouve que j'ai l'impression que ça peut pas fonctionner comme ça en fait. Donc, tu peux pas revenir à un 8. Moi, j'essaierai d'imposer coûte que coûte à côté de Gustavo. Alors, je sais que beaucoup vont me dire que c'est une idée saugrenue, mais j'ai l'impression que 510, ça marchera jamais. Enfin, Ouais, déjà que tu as des attaquants qui ont du mal, voilà, moi, juste je la suis pas question, convaincu. s'il abandonnait, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il fait son rôle de 10 plus rôle de 8 et que ça peut pas fonctionner. S'il abandonnait un petit peu ce côté 8 pour ne se consacrer qu'au 10, parce qu'il en fait des mouvements de 10. Et moi, je pense qu'il pourrait réellement percer à ce Ah poste-là. oui, mais il en est capable parce qu'il a des qualités et parce qu'on l'a vu l'année dernière à la dernière passe, il est très très bon. Mais je sais pas s'il est capable d'abandonner ça comme tu le dis et c'est ça qui me pose problème en fait parce que je pense que Sanson c'est un génialissime 8 mais que c'est pas un 10. Donc même si tu mets un énorme 8 au poste de 10, ben c'est pas sûr qu'il soit bon. Après tu vas me dire ça dépend ce que tu lui demandes de faire dans l'équipe, hein. Mais moi je trouve qu'il a trop d'activité, qu'il n'est pas assez décisif dans la dernière passe comme il a pu l'être en 8 et voilà, je sais pas. Je ne saurais pas trop expliquer ça mais pour moi ça peut pas fonctionner. Ouais, FX, quel constat tu fais toi sur Morgan Sanson? Moi, je vais faire simple. Mauvais match, mais t'as bien fait de souligner que c'est lui qui va provoquer le penalty. Donc, à sa manière, il est comme Thauvin ces derniers temps, super décisif. Ce sont nos deux joueurs clés, ce sont eux qui nous rapportent les points. Donc, voilà, j'en veux pas pour hier. Il fait un mauvais match, mais j'en veux pas. Il a fait le nécessaire. Ouais, John, est-ce que tu as rajouté quelque chose, sinon on passe la partie? Non, vas-y, tu peux passer. Allez, c'est parti. Donc on passe à la troisième partie, à savoir l'OM encore dans le bon wagon. Tout simplement, on l'a vu au classement tout à l'heure, on est encore dans le Big Four à égalité avec Monaco et Lyon qui seront nos principaux adversaires jusqu'à la fin de la saison. Je vous ai juste affiché à l'écran les résultats de Montpellier face à ces équipes du Big Four, donc à savoir que des matchs nuls. Donc j'ai beaucoup entendu, et notamment sur des radios concurrentes, de dire que c'est catastrophique, qu'on n'arrive pas à battre Montpellier, que le jeu proposé était très pauvre, alors que Lyon, par exemple, c'était au-dessus, patati patata, mais au final, on se rend compte que toutes les grosses équipes se sont cassées sur les spécialistes de ça, en fait, de Montpellier, qui ont déjà, par le passé, dans les années précédentes, sont allés chercher des résultats face à ces grosses équipes, justement. Euh, donc, est-ce qu'on peut dire en soi que Montpellier, enfin, est-ce qu'on était vraiment très mauvais contre Montpellier ou est-ce qu'on est tombé sur une très bonne équipe de Montpellier et tout simplement est-ce qu'on va réussir à pouvoir enchaîner derrière, à poursuivre cette course à la place européenne, enfin à la Champions League, FX. Alors, attends, j'ai des petits soucis. Tu peux répéter la question, s'il te plaît?
je vais faire court. Est-ce que tu penses, tout simplement, qu'on va être capable d'enchaîner et de poursuivre la guerre jusqu'à la fin en haut du classement? Ouais, bah en fait, j'avais bien compris la question et j'avais déjà préparé ma réponse. Moi, je pense que déjà dans les quatre, on est la plus mauvaise équipe en termes de contenu Attention. globalement. Ouais, mais attention. Monaco, quand Monaco soir, eux, ils font pas semblant, mais tu sens qu'ils ont toujours quand même un peu plus d'armes. Ils ont la chance d'avoir Falcao. Je pense que le même Marseille avec Falcao, on aurait peut-être 4-5 points de plus. Mais bon, avec Dessy, on coupe du bois. Mais moi, je reste persuadé que Marseille, c'est une équipe qui ne peut que s'améliorer. J'ai pas l'impression qu'on va refaire un craquage comme on a fait sur l'enchaînement Monaco-Rennes. Donc du coup, oui, on peut que s'améliorer. Ça va passer par une bonne gestion de la trêve hivernale. Et là, ça me fait chier de le dire, mais franchement, je pense qu'au mercato, il va falloir avoir le nez fin d'aller chercher 2 joueurs utiles. Je vais pas sortir des bons joueurs. J'aime pas qu'on parle de fantasme, surtout un mercato hivernal. Mais ouais, qu'on aille faire 2 joueurs intelligents, quoi, qui puissent quelque part nous rendre un peu plus réguliers, un peu plus consistants et nous apporter un peu plus de garantie. Mais moi, je pense que l'OM ne peut que s'améliorer. On va voir avec l'allègement du calendrier s'il y a, avec les 3 coupes. Mais moi, je crois en nous. Sincèrement, je crois en nous. Voilà, Ok. je vais croiser les doigts. Je vais juste te poser une question, Zempe. Est-ce que c'est si mauvais que ça comparé aux autres Marseille, étant donné que Monaco je vois plus rien depuis des semaines maintenant. Le match contre Angers, c'est juste une blague. Ils marquent un but, il n'y a plus rien derrière. Lyon, ils font 2-1 contre Caen, mais jamais ils doivent finir le match à 10. On y reviendra tout à l'heure. C'est pas terrible dans le jeu non plus. Est-ce qu'au final, on tape beaucoup sur Marseille, mais est-ce que les autres, c'est pas pareil au final? Enfin, je vois pas un meilleur jeu ailleurs. Alors, je serais tenté de te dire oui, moi, de ce que j'ai vu, parce que je ne regarde pas non plus tous les week-ends des concurrents que tu as cités. Quand même, Lyon, c'est vraiment au-dessus dans le jeu, j'ai l'impression. Monaco, c'est voilà, là, ils traversent une mauvaise passe, mais c'est vrai que bon, jusqu'à maintenant, ils se sont montrés quand même plus convaincants que nous. Puis bon, ils ont des acquis. C'est vrai que Marseille, moi, je nous sens quand même inférieur à ceux-là dans la course au podium, mais euh, ça peut passer par un recrutement comme l'a dit FX, mais ça peut aussi passer tout simplement par des attaquants qui prennent confiance. Parce que c'est vraiment notre point faible, ce qui nous manque, des attaquants qui marquent des buts et qui participent, enfin, rentrent dans ce schéma-là et dans cette organisation de l'équipe. C'est un peu ce qui te manque, mais ça te manque cruellement quand même, parce que là, on se repose quand même beaucoup sur Thauvin. Et je pense que tout simplement, si tu as là un Mitroglou qui se lance et qui te marque chaque week-end et qui te claque ses doublés, comme peut le faire un Jazz pour Lyon, déjà, ça va t'enlever une sacrée épine du pied. Mais c'est vrai que pour moi, dans le contenu, pour l'instant, et même dans la finalité, on est quand même en dessous de ces équipes-là. Pour moi, Lyon est l'équipe qui a le plus d'avance. Je pense qu'ils ont même de l'avance sur Monaco parce que ils ont des faiblesses, mais de sacrées forces pour les compenser. Je pense à Fekir. Ils ont Jazz qui plante des buts. Ils ont Depay bon devant. C'est très fort. Et je pense que ça suffira pour les emmener sur le podium. Après, est-ce que nous, on peut être des concurrents à Monaco? Je sais pas. Ça peut passer par un recrutement, ça peut passer par des joueurs qui se révèlent, mais pour l'instant, on est en dessous. Bah, je vais juste faire rebondir. Je vais casser un peu le mythe Fekir, même s'il fait un très bon début de saison. Lyon marque plus de points et plus de buts en moyenne en l'absence de Fekir qu'avec Fekir. Mais bon, ça, c'est pas, Actuellement, ouais, il c'est fait un, pas de c'est très un- très beau match. c'est un problème de riche. Mais non, la vista offensive de Lyon, voilà, elle est performante. Même si Lyon globalement va manquer son match collectivement, à l'inverse de nous, ils peuvent quand même t'en mettre 2-3. Parce que nous, on va se contenter d'un seul but. Et ils ont quand même un gros avantage par rapport à ça, c'est de trouver facilement les filets. Après Monaco, on peut espérer que les joueurs, bon bah voilà, une grosse perte de motivation. Et il se peut même que certains préparent leur prochaine saison. Ou le mercato Psychologiquement, d'hiver. oui, ou le mercato d'hiver. Psychologiquement, on peut peut-être avoir un avantage sur. Je pense que notre vrai rival, ça va être Monaco dans un premier temps, en espérant les fameux mauvais passages de Lyon dont ils ont l'habitude parfois. Pour finir cette partie, je vais te poser la question, John. J'ai affiché à l'écran donc les matchs du week-end prochain. Donc PSG accueille Lille, Amiens se déplace à Lyon se déplace à Amiens, pardon. Monaco reçoit 3 et nous recevons Saint-Etienne. Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'on a quand même un des matchs les plus compliqués de ces quatre-là? Vu le niveau de Saint-Etienne,
Je suis pas sûr, tu vois. Je suis pas sûr, je dirais que Monaco et Troyes sont capables de faire des bonnes choses. Lyon, ouais, un match plutôt facile. Lille est sur 2 victoires. Bon, après, tu me diras, le PSG vont se rattraper. Mais après, Saint-Etienne, c'est pas non plus. C'est pas fou en ce moment. En plus, on est à domicile. Donc, si on n'arrive pas à gagner. Ouais, là, Sans Perrin. ouais, sans Perrin, mais encore plus, voilà. Donc là, ça peut vraiment être le match qui nous fait replonger dans une spirale négative, on est d'accord. Là, sur la dynamique actuelle, c'est limite le match le plus facile parce que Saint-Etienne, ils sont vraiment au fond du trou. Au Voilà, fond voilà. du trou. Et en plus, ça fait, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ils sont pas loin des 40 ans sans gagner au Vélodrome aussi. Parce qu'on n'est pas des Bordelais, on s'accroche pas autant que ça à une série d'invincibilité, mais ça fait très longtemps qu'ils sont plus venus gagner chez nous. Et là, ils sont vraiment au fond. Je crois qu'ils ont, alors je veux pas dire de conneries, mais sur peut-être les 5-6 derniers matchs, ils ont un rythme de relégable. Ils sont 19e sur les points engagés en Ligue 1. Enfin, voilà, moi je te l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'ils jouent le maintien cette année carrément, Saint-Etienne. Et c'est le moment d'aller là-bas et de les enfoncer, enfin de les recevoir et de les enfoncer. En plus, Cabella est pas revenu, je crois, si je dis pas de bêtises non Si, plus. il a joué ce week-end. Il est revenu. Mais il y Ben, a on le va voir s'il a gentleman une clause agreement alors. aux MP. Ah ouais, lié. Bon, bah alors vraiment, je vois Normalement. pas de. Parce que tu m'aurais dit à Cabella à la limite, le coup du sort fatal, Cabella qui te plante un doublé, tu sais pas comment. Mais bon, là, même pas, on est épargné par ça, donc ça va. Moi j'ai une question juste avant FX. Est-ce que vous pensez que si on gagne ou qu'on fait match nul, est-ce qu'on fera un clapping à la fin? Vous pensez ou pas? Non? Non, certainement pas. Certainement pas. Ouais, Par contre, vas-y FX. je vois où tu veux en venir. Et là, par contre, moi, je vais te rejoindre. Ça peut être le match parfait, pas de la résurrection, mais pour que les mecs d'un coup veuillent faire une marche arrière à leur mauvaise spirale et d'un coup, voilà, veulent taper du poing sur la table. Et ils peuvent pourquoi pas venir aller chercher un petit match nul au Vélodrome, puisque Marseille est capable du pire comme du meilleur. Alors, je vais pas envisager une défaite, mais un mini hold-up par un match nul. Pourquoi pas? Et en plus, je vois après leur défaite là non, leur match nul contre Nantes, tout le monde qui disait ouais ils sont nuls, la semaine prochaine ça va être une boucherie. Attention aux excès d'orgueil quand même parce que Marseille n'a pas l'habitude d'étrier ses adversaires cette saison. Et effectivement, il peut y avoir un regain de tension et les mecs peuvent venir nous emmerder, à venir nous voler un point chez nous, c'est pas impossible. On va passer parce qu'il nous reste encore 2 parties et on n'a plus beaucoup de temps. Allez hop, je lance la petite animation. Donc ça tombe bien que ce soit celle-là en plus, puisque c'est la causerie des trucs de M. Donc vous le savez, c'est soit un coup de cœur, soit un coup de gueule. Et là, ce coup-ci, ça va être un énorme coup de gueule. On va revenir tout simplement sur la polémique qu'il y a eu, la double polémique qu'il y a eu sur l'arbitrage lors du match de Montpellier, à savoir le soi-disant pénalty refusé et le but qui aurait apparemment dû être accordé. Donc tout simplement pour vous dire que j'ai revu les images 2 fois, 3 fois au ralenti, tout ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui s'appelle l'article 12 concernant le penalty, à savoir que si le joueur est tenu, que ce soit par le maillot ou encerclé ou tout ce que vous voulez, déséquilibré, bousculé, tant qu'il est tenu, eh ben, c'est sifflable. Même si c'est très généreux, je suis d'accord avec vous. Et l'arbitre va bien le dire à Hilton, hein, c'est pas sa main qui est sanctionnée, mais le déséquilibre provoqué par Mukiele. Donc tant qu'il est tenu, c'est sifflable. Tant qu'un joueur le touche avec ses bras dans la surface, c'est sifflable. Même si c'est généreux. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on n'avait pas eu de penalty. On va pas s'en plaindre. C'est pas scandaleux. Il y avait penalty, même si c'est très généreux. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, concernant le hors-jeu, je vais rappeler donc à tous ces pseudo-consultants sur les grandes chaînes et compagnie, ou ce très grand journal qui en a fait carrément sa une, en disant que l'arbitre nous avait beaucoup aidé. Non, il y avait effectivement un hors-jeu de position de la part d'Hilton, puisqu'il fait action de jeu même s'il touche pas le ballon. Il avait l'intention de jouer le ballon, il est passé très près de le toucher, il a déséquilibré Mandanda, donc il y a hors-jeu de position. Il n'y a même pas de débat à avoir sur ça. Donc tout simplement, j'aimerais bien qu'on arrête avec ça, et si quelqu'un vous reproche quoi que ce soit concernant ces deux actions, il n'y a qu'à ressortir ces arguments-là, de rappeler l'article 11 et l'article 12 du foot tout simplement, et comme ça ils apprendront ce que c'est un hors-jeu et un penalty. Ça c'était le premier point, donc on y reviendra dessus des autres. Deuxième point, j'aimerais bien qu'on arrête aussi de la part des grands médias de taper sur l'OM si facilement, alors qu'il y a eu d'autres faits de jeu, notamment l'arcade de Germain, notamment l'attentat de Marsal sur l'arbitre qui s'en sort sans même un jaune.
et les 9 minutes du temps additionnel du PSG qui sont un véritable scandale. C'est clairement pour les voir revenir dans le match. Et ça, on n'en parle pas parce que bien évidemment, l'OM, il y a eu soi-disant un fait de jeu. Voilà, c'est un énorme coup de gueule sur cette sur ce point-là. Je parlais pas que de Ménès, Odli, il y a beaucoup qui ont qui ont pu faire ça. Donc les autres, je vais vous laisser réagir. Donc FX, est-ce que tu veux réagir à ça? On a perdu FX. Allô? Ouais, il y a des gros bugs. Ouais, Ah, une déconnexion. Ouais. d'accord. Des collections sur quoi? Sur chez toi? L'émission, je crois, apparemment. Ah d'accord. Ah bah On sur le regarde TV, tu vois. sur Twitch, c'est arrêté. Attends. On va essayer de voir si ça passe. Est-ce que ça a déconnecté? Ouais, je crois que ça a déconnecté, non? Ah, apparemment, attends. Je vais relancer. Hein. Le chat marche.